Bonjour mes amis, alors j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo sur les droits de douane. J'avais évoqué très brièvement le phénomène des obligations, les taux d'intérêt qui, euh, qui évoluent en sens inverse du prix des obligations. Alors je voulais faire une démonstration visuelle. Donc, je me suis muni d'un marqueur et d'une feuille de papier, d'un bloc, et je vais vous montrer comment ça marche, et ça vous permettra de comprendre plusieurs choses. D'abord, comment fonctionne le marché des obligations. On appelle ça obligations, bons du trésor, dette de l'État, enfin peu importe comment on l'appelle. Il faut comprendre que ce sont des contrats. Alors des contrats que on passe entre deux parties. D'un côté, on a l'État. Hein, je simplifie parce que bon, il peut y avoir des collectivités locales, même des entreprises qui peuvent utiliser l'émission d'obligations. Et puis, de l'autre côté, vous avez les créanciers. Alors, les créanciers, ça peut être qui? Ça peut être des particuliers, ça peut être des institutions comme des banques, des assurances, des fonds de pension, des fonds souverains, des pays. Ça peut être n'importe qui. Donc voilà. Donc je vous ai situé les deux parties. Donc c'est un contrat. On prête de l'argent, donc on devient créancier d'un autre État. Alors, comment ça marche en fait les taux d'intérêt enfin la relation inverse, comme j'avais dit la dernière fois, entre les taux d'intérêt et le prix des obligations? Je vais vous montrer, c'est très simple. Alors d'abord, à l'émission, c'est-à-dire à la création de l'obligation, euh, donc l'État va créer une obligation, il va la mettre à 100 dollars et il va mettre un taux d'intérêt à, disons, 5%. Voilà. Donc l'obligation, je le montre à l'écran, obligation, 100 dollars, 5% d'intérêt. Alors, je sais pas si j'ai bien fait. 100 dollars et 5%. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus clair. Bon. Ensuite, il faut savoir que ces obligations, elles font l'objet euh, d'une cotation à la bourse parce qu'elles sont librement échangeables. C'est-à-dire, à partir du moment où on acquiert une obligation, la personne qui a, je veux dire, à partir du moment où vous avez souscrit à un emprunt, donc, vous avez reçu une obligation et cette obligation, elle peut être euh, librement échangée sur le marché. Vous pouvez la vendre ou vous pouvez même acheter des obligations après l'émission. Donc, si vous avez raté, par exemple, une émission d'obligation, vous pouvez l'acheter sur le marché libre, sur le marché des obligations, justement. Vous pouvez acheter cette obligation sur le marché. Mais le prix fluctue, évidemment. Et il fluctue en fonction de nombreux critères. Mais en général, il y a une loi qui est absolument infaillible en économie, c'est l'offre et la demande. Donc s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter une obligation, le prix de l'obligation va monter. Alors je vais vous faire la démonstration sur une augmentation du prix de l'obligation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ces obligations. 5%, c'est très alléchant, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc admettons que l'obligation soit à 110 dollars. Bon, alors nominalement, on a toujours une obligation à 100 avec un taux d'intérêt à 5%. Et là, elle est à 110. Donc, qu'est-ce qui se passe? euh, Au lieu de faire une règle de 3 classique, hein, 110, 110 multiplié par 5 et divisé par... Non, c'est 5 multiplié par 100 et divisé par 110. Oh, je vais y arriver. Donc 5 multiplié par 100 et divisé par 110. Là, on va faire l'inverse. On va faire 5 divisé par 110 et multiplié par 100. Alors, j'ai besoin d'une calculatrice parce que je ne suis pas très doué en calcul mental, malheureusement. Alors, est-ce que j'ai une calculatrice là-dedans? Non, je n'en ai pas. Donc, c'est très embêtant. Mais je peux demander à Google de faire la division ou la soustraction pour moi. Donc, on va faire 5 divisé par 110, puis multiplié par 100. Alors, je vais vous montrer
comment ça marche. Vous pouvez la faire à la maison si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je le fais en direct, hein, c'est 5 divisé par 110 est égal à 4,54. Et multiplié par 100, ça fait 4,54%. Donc, on a effectivement une baisse du taux d'intérêt mécaniquement parce que le prix de l'obligation a monté. Parce que il y a une demande qui est plus forte que l'offre. Voilà. C'est ce qu'on appelle une relation inverse. Je vais vous faire la démonstration inverse. Si les prix des obligations baissent sur le marché des obligations, par exemple à 90, alors là, on fait 4 divisé par 90 et multiplié par 100, et on a, je vais le faire tout de suite, 4 divisé par 90 est égal, multiplié par 100. Non, c'est pas 4, c'est 5. Oh, je me suis trompé. C'est 5 divisé par 90 et multiplié par 100. On a un taux de 5,56. J'arrondis, hein. Voilà. Donc, on reprend toujours le taux nominal à l'émission. On le divise par le nouveau prix de l'obligation. Là, il y a beaucoup de gens qui vendent. Donc, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, le prix de l'obligation baisse. Et donc, multiplié par 100, ça fait un taux d'intérêt mécanique de 5,56%. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous allez voir pourquoi je prends le temps, à peu près 7 ou 8 minutes, pour vous expliquer comment ça marche mathématiquement. Bon, pourquoi j'en parle? C'est très simple. Vous avez vu, certainement, pour ceux qui suivent les informations économiques, qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt sont remontés. Bon, à la suite des droits de douane imposés par Trump, qu'il a arrêté après. Bon, mais ça, j'en avais parlé déjà. Je pense que ça fait partie de ces négociations, Art of a Deal. D'ailleurs, peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment on négocie. Enfin, je vais pas me mettre à la place de Trump. J'ai pas cette folie, mais par contre, j'ai cette folie ambitieuse, je dirais. Mais je vais essayer de vous expliquer comment on peut négocier en utilisant des moyens extrêmes. Voilà. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors voilà ce qui se passe. À la suite des droits de douane qui ont frappé principalement les Chinois, on va dire ça comme ça. Les Chinois ont 1000 milliards de dollars d'obligations américaines. 1000 milliards. 1 trillion. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce genre de masse? Ils ont commencé à se poser la question comment se venger de Trump. Et donc ils ont décidé de vendre leurs obligations sur le marché obligataire américain. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, les obligations baissent. Le prix des obligations baisse. Mais les taux d'intérêt remontent. Or, j'avais expliqué que le but de Trump dans les droits de douane, c'était d'essayer aussi de faire tomber les taux d'intérêt. Et c'est d'ailleurs pourquoi Trump a gelé pour 90 jours les droits de douane. Pour tout le monde, sauf pour les Chinois. Bon, il essaye, encore une fois, de négocier agressivement avec les Chinois parce que c'est un enjeu énorme. Hein. Les Chinois sont les financiers des Américains. Les Chinois financent depuis des décennies le niveau de vie exagéré des Américains. On vit au-dessus de nos moyens, de toute façon. Ça, c'est évident. Enfin, l'État fédéral américain vit au-dessus de ses moyens et donc a besoin de la dette pour vivre, parce que les impôts ne suffisent pas, et donc utilise la planche à billets sous la forme d'émissions d'obligations. Et c'est comme ça que les Chinois achètent ces obligations parce qu'elles sont sûres, parce qu'elles ont la garantie de l'État et que elles versent un dividende, un intérêt, qui est plutôt confortable. Enfin, ça dépend des émissions, mais
En général, c'est relativement intéressant par rapport au taux d'intérêt du moment. Alors, surtout le fait que comme il y a ça j'en avais parlé aussi dans le carry trade, une vieille vidéo. euh, Quand il y a une différence entre deux monnaies, quand une monnaie est largement sous-évaluée par rapport à une autre, l'écart permet justement d'investir euh, dans la monnaie la plus faible. Bon, mais en l'occurrence, c'est pas comme ça que ça marche avec les Chinois. Euh, les Chinois, eux, gagnent des dollars parce qu'ils vendent en dollars. Ils vendent énormément de produits dans le monde entier et ils collectent énormément de dollars. Donc il n'y a pas de carry trade avec eux, mais simplement ils ont tellement de réserves de dollars qu'ils savent pas quoi en faire, donc ils sont obligés de les investir. Et ils les investissent dans quoi? Dans des actifs libellés en dollars, notamment alors des actions sur le marché américain, des ou alors des obligations. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça marche pour les Chinois. Et donc les Chinois ont réussi à faire, on va dire, réfléchir Trump sur les droits de douane, même si Trump les maintient pour la Chine. Et je vais expliquer très brièvement après pourquoi il les maintient pour la Chine, alors que les taux d'intérêt ont augmenté et que Trump a intérêt à ce qu'ils baissent. Le dollar également affaibli par rapport aux autres monnaies pour la même raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du dollar pour acheter de l'or, hein, les Chinois notamment, mais pas seulement. Et donc on a un double phénomène d'affaiblissement du dollar qui est mauvais pour les importations américaines. Ça rend les importations plus chères aux États-Unis et aussi ça fait augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est critique. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que je vais expliquer pourquoi Trump n'a pas levé n'a pas enlevé les droits de douane sur la Chine, parce qu'en fait la cible c'est pas tellement la Chine, ce sont les grosses sociétés américaines. Et ça je le tiens d'un copain qui m'a envoyé une analyse d'un diplomate et je pense que c'est tout à fait exact. En fait, l'objectif de Trump c'est pas de punir la Chine, mais indirectement c'est de forcer les GAFAM, hein, les grosses sociétés de technologie américaines, à rapatrier leur production aux États-Unis. Alors, je vous avais expliqué ça avec les prix de transfert, etc. Vous fabriquez un téléphone, un iPhone à 10 dollars à Shanghai, bon, par la filiale de Apple, Apple China. Apple China revend ses téléphones à Apple Irlande, voilà. Donc ils vont déterminer entre Apple China et Apple Ireland la marge sur le téléphone. Donc de 10 dollars, ils vont passer probablement, je dirais je sais pas quel est le prix, disons 1000 dollars à un iPhone dernier modèle, ils vont le passer à 990 dollars. Donc pourquoi? Parce que l'Irlande a un taux d'imposition des sociétés qui est de 12,5%. C'est ou 12%, je me rappelle jamais. Excusez-moi. C'est 12% ou 12,5%. Donc c'est un des taux d'impôt sur les sociétés qui est le plus bas possible. Aux États-Unis, il est de 25 ou de 27. Bon, ils parlent de le baisser à 20 ou à 15. Donc ça aussi, ça fait partie de la négociation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand Apple Ireland va revendre ses téléphones à Apple USA pour les vendre dans les Apple Store à San Francisco, à New York, à Miami, etc., bah, ils vont les revendre à 1000 dollars. Donc 1000 moins 990, ça fait 10 dollars. Donc il y a 10 dollars de profit qui sont générés au niveau au niveau entre la filiale irlandaise et la société américaine. Donc il y a très peu de profit qui est généré au niveau de la société américaine, donc très peu d'impôts sur les sociétés dans la société américaine. Voilà. Donc j'ai simplifié le circuit parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe. Ça passe par des paradis fiscaux, etc. Mais j'ai essayé de simplifier. Donc et en plus je crois que j'ai fait une erreur parce qu'en fait entre la Chine et l'Irlande on peut pas faire trop de marge parce que ça serait taxé en Chine. Donc en fait non,
c'est plutôt de 10 dollars à 15 dollars de la Chine à l'Irlande, et ensuite de 15 dollars à 1000 dollars pour entre l'Irlande et les États-Unis. Voilà, je suis désolé, j'ai raté mon addition. Donc voilà comment ça marche. Alors une petite anecdote à propos d'Apple. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était en fait indirectement les GAFAM qui sont visés par Trump, parce que par la magie des paradis fiscaux et des avocats fiscalistes, on a en fait un État américain percepteur qui perçoit rien du tout sur les profits des GAFAM, qui sont absolument extraordinaires. Ils ont des centaines de milliards en trésorerie. Ces gens-là payent très peu d'impôts, et alors que ce sont des sociétés américaines qui ont bénéficié d'aides américaines pour s'installer, etc. Des ingénieurs, des brevets qui sont aux États-Unis. Et donc, il n'y a aucune raison de pas faire payer ces gens-là, enfin de pas faire il y a aucune raison de ne pas les faire payer aux États-Unis plutôt qu'en Irlande ou ailleurs. Bon, petite anecdote. Avant que les droits de douane, je mélange l'anglais et le français, avant que les droits de douane soient levés entre les États-Unis et la Chine, Apple a affrété 5 avions cargo avec on pense entre 300 000 et 500 000 téléphones dans chaque avion cargo. Ça aurait une valeur d'à peu près 2 milliards de dollars. Donc ils ont rapatrié les iPhones directement aux États-Unis pour qu'il n'y ait pas de droits de douane sur ces 3 millions d'iPhones, on va dire comme ça, contenus dans les 5 avions cargo. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris la relation entre les obligations, les taux d'intérêt, le prix des obligations sur le marché et les taux d'intérêt, le dollar et les taux d'intérêt et le prix des obligations et le prix de l'or, pardon, parce c'est pas une relation directe entre l'or et les obligations, mais il y a quand même une relation indirecte, parce que quand vous vendez des obligations, vous obtenez des dollars, et ces dollars, il faut en faire quelque chose. Donc le seul moyen de ne plus détenir des dollars, si vous êtes chinois et que vous voulez plus avoir de dollars, vous allez acheter de l'or avec des dollars. Et donc après, vous rapatriez l'or chez vous, et voilà. Et le tour est joué. Vous n'avez plus de dollars, vous avez transformé vos dollars en or, et c'est pour ça que l'or a flambé. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est très intéressant de regarder la mécanique. Les médias vous racontent un peu n'importe quoi. Il y a très peu de très bons économistes qui expliquent parfaitement ça. Je pense que les deux seuls qui me viennent en tête, c'est Charles Gave et Marc Toiti. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aucune raison de se priver de la connaissance dans ce domaine, parce que elle peut vous bénéficier également. Alors, dernier point, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'abonnés à ma chaîne. Je remercie les gens. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Je les salue. S'il y a des questions spécifiques liées à vos pays, n'hésitez pas à me poser la question. Je connais pas très bien les pays d'Afrique, mais si je peux apporter une lumière par rapport aux États-Unis, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt, mes amis. Et bon dimanche de Pâques pour ceux qui fêtent Pâques, les Pâques, la Pâques. Bon dimanche, bon week-end pascal pour tout le monde. À bientôt. Ciao.